Bonjour, Bonjour à tous. bienvenue dans notre nouveau studio qui nous permet de faire des lives ou des webconférences. On attaque tout de suite? Oui, on démarre la conférence. Ici, c'est Bob. Bob développe son business et il fait toute sa gestion des affaires pour justement développer de plus en plus ses affaires. Il travaille jour et nuit, 7 jours sur 7 et Bob commence à gagner de l'argent. Et avec cet argent-là, il va s'acheter bien évidemment une voiture, il continue à développer son business et il cherche encore à développer encore un peu plus son business, voire peut-être à l'international. Son business devient de plus en plus intéressant et jusqu'à maintenant, il ne s'est pas préoccupé du tout à la sécurité de l'information. Et ça, il y a des personnes qui sont à l'affût. Certaines personnes voient que Bob a bien développé son business, mais qu'il n'a pas mis l'effort sur la sécurité de l'information, sur tout ce qui concerne la sécurité en fait vis-à-vis de ses données. Et en fait, Bob se fait voler sa carte de crédit entreprise, il se fait voler aussi son identité, il se fait voler aussi des informations qui peuvent être des informations confidentielles et qui pourraient très bien servir à sa concurrence. Il se fait aussi bloquer toutes ces données cryptées pour de telle sorte qu'il ne puisse plus y accéder et on lui demande en fait une rançon. Bien évidemment, au passage, ses mots de passe ont tous été volés. Et puis, ils se sont même servis de sa messagerie pour étendre en fait leur larcin et donc comme ça, contacter tout simplement des fournisseurs, des clients pour se faire passer de l'entreprise de Bob et les clients forcément ou les fournisseurs ou les partenaires, Bob c'est quelqu'un de confiance, ils ont ouvert, ils ont cliqué eux aussi sur la pièce jointe et eux aussi ils ont été impactés. Alors Bob il n'est pas du tout content de ce qui se passe. Lui qui a travaillé jour et nuit pendant des semaines, des mois, des années, voit en fait tous ses efforts complètement annulés. C'est terminé pour lui. Bob, il se retrouve sans un sou. Son entreprise ne vaut plus rien. La confiance qu'il avait bâtie avec ses partenaires, ses clients, ses fournisseurs, tout ça s'est envolé. En plus de ça, certains fournisseurs ne sont pas du tout contents de s'être fait eux aussi attaquer à cause de Bob. Alors Bob, il a dû vendre bien évidemment sa voiture, il s'est acheté un vélo à la place et puis il fait des petits boulots pour tout simplement subvenir à ses besoins. Dans le cadre de cette conférence, comment survivre à des cyberattaques sans y laisser toutes ses plumes, on va voir un certain nombre de points qui vont vous permettre d'être plus résilient. Tout d'abord, on va définir c'est quoi la cyber-résilience. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? C'est un nouveau mot à la mode comme cyberdéfense, cybersécurité, etc. Ensuite, on va expliquer pourquoi est-ce un défi pour les entreprises. Pourquoi la cyber-résilience est un défi pour les entreprises. Et pour finir, on terminera la conférence par comment on peut booster sa cyber-résilience. Il y a des solutions et nous, on va vous en donner 5. Et même, on va en rajouter une qui est très très intéressante et assez peu utilisée. Alors, qui sommes-nous? Moi, c'est Karine. Moi, c'est Alex. Et nous sommes des fortificateurs en survie d'entreprise. Et qu'est-ce que ça fait des fortificateurs en survie d'entreprise? Eh bien, ça accompagne les entreprises à être beaucoup plus fortes et pouvoir faire face à des événements qui pourraient, en temps normal, arrêter leur business. Des cyberattaques, des rançongiciels, des sinistres, incendies, inondations et tout ce qui pourrait bloquer en fait l'entreprise. Alors on accompagne les entreprises pour mettre en place de la gestion de crise, pour mettre en place des plans de continuité d'activité ou de reprise informatique et bien évidemment on entraîne en fait ces entreprises à vivre des crises, on simule ces crises et on forme aussi les personnels. Cyberattaque. En voilà un mot qu'on entend souvent parler. Les cyberattaques ont toujours fait partie de la réalité des entreprises. Mais avec la crise du Covid, les cyberattaques, il y en a de plus en plus. Et ça inquiète de plus en plus les chefs d'entreprise. Se faire voler ses données, comme Bob, là, il s'est fait voler ses cartes bancaires, ses fichiers clients, il s'est fait voler aussi son identité et il s'est fait passer par... les cyberattaquants ont pris son identité pour avoir de l'argent, par exemple, auprès des fournisseurs. Donc ça perturbe tout le fonctionnement d'une entreprise. 30% des organisations qui ont connu une cyberattaque
ont été interrompus. 30%, c'est une entreprise sur 3. Et l'interruption d'activité, ce n'est pas le seul impact que commet une cyberattaque. Il y en a d'autres. Vous avez la perte financière. Cette perte financière, bien sûr, il y a l'arrêt d'activité. Si on arrête son activité, il n'y a plus de travail. S'il n'y a plus de travail, on ne vend plus. Et si on ne vend plus, il n'y a plus d'argent qui rentre. Donc forcément, perte sèche, perte financière. Autre raison aussi concernant la perte financière qui est le paiement de la rançon. La rançon, ce n'est pas un montant auquel les chefs d'entreprise ont envisagé. Puis ce montant, ce n'est pas des petits montants, c'est des gros montants. Et en plus, ce n'est pas des montants en euros ou en dollars, c'est des montants en bitcoin. Un bitcoin, 62 000 $. Vous vous rendez compte? 62 000 $. C'est un montant astronomique pour une entreprise. Et de trouver ces fonds-là du jour au lendemain, c'est compliqué. Ensuite, il y a le coût de reconstruction. Ce que l'on entend par coût de reconstruction, c'est si par exemple votre entreprise s'est fait, s'il y a eu un ransomware, il y a eu un cryptage de données. Vos données de production sont inutilisables. Mais il y a certains rançons logiciels qui cryptent aussi les sauvegardes. Donc il va falloir que vous regardiez parmi vos sauvegardes, remontez dans le temps, pour retrouver des sauvegardes qui sont saines, récupérer ces sauvegardes pour les réinstaller. Et donc, tout ce temps-là, entre la récupération et l'installation, vous ne travaillez pas. Il n'y a pas d'activité. Et donc, il y a une perte financière. Il faut savoir qu'il faut compter à peu près 3 semaines pour avoir un système d'information performant à 60-70%. Et il faut attendre 3 mois, je dis bien 3 mois, pour que le système d'information retrouve son système à une situation normale, quasi normale. Donc 3 mois, c'est beaucoup. Mais est-ce que vos clients vont attendre 3 mois? Je ne suis pas certaine. Et ça, c'est une perte au niveau de vos clients. Les clients, eux, ils sont généralement impatients. Ils peuvent attendre une journée, 2 jours, peut-être une semaine. Mais 3 mois, c'est trop long pour eux. Donc là, vous allez perdre des clients. Il y a aussi une perte de confiance. Et là, la perte de confiance, pour la récupérer, c'est compliqué. Perte de confiance auprès de ses partenaires, de ses fournisseurs. Comme Bob, là, il s'est fait voler ses emails. Et puis les attaquants, là, ils ont pris son identité et puis ils sont allés attaquer leurs fournisseurs et les partenaires. Moi, ça m'arriverait, je ne serais pas contente. Et bien, c'est exactement pareil au niveau des entreprises. Et tout ça fait qu'il y a une perte et une atteinte à la réputation. Et ça, c'est l'image de l'entreprise qui est atteinte. Cette image que vous mettez des années et des années à construire, où vous essayez de mettre en place tout ce qui est confiance, ça, c'est atteint en cas de cyberattaque. Et on n'y pense pas forcément. Et ce n'est pas visible tout de suite. Alors, cyberattaque, cybersécurité, cybermenace, cybercriminalité, cyberespace, cyberdéfense, cyber. De plus en plus, ce mot cyber est sur la place publique. Un nouveau, cyber-résilience. Alors, c'est quoi la cyber-résilience? La partie résilience, c'est tout simplement déjà la capacité de rebondir et de résister à une situation qui perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise. Et cyber, ça a rapport à tout ce qui est technique du monde numérique, et notamment en fait la partie informatique et plus encore la partie Internet. Cyber-résilience, vous l'aurez compris, c'est la capacité de rebondir et de résister à la perturbation due à son informatique ou due à une cyberattaque. Mais est-ce que la cyber-résilience, c'est égal à la cybersécurité? Pas vraiment. La cybersécurité, en fait, ça va être pour traiter les menaces que l'on connaît et on va faire une réponse par rapport à ces menaces présentes que l'on connaît. La cyber-résilience va beaucoup plus loin que ça, en fait. Elle part du prérequis que la cybersécurité a été débordée et qu'on subit, quoi qu'il en soit, une attaque du fait peut-être d'un nouveau rançongiciel ou d'une nouvelle façon d'attaquer les systèmes d'information. Dans ce cadre-là, en fait, c'est la cyber-résilience qui va prendre le relais, qui va mettre en place des actions pour pouvoir redémarrer son système d'information le plus rapidement possible. Le temps, en fait, que tout cela démarre, on va s'appuyer sur de la continuité d'activité.
La continuité d'activité a deux volets, un volet donc informatique, donc la reprise informatique, et dans le cas d'un rançon logiciel, ça va être de reconstruire ces systèmes, soit à partir de sauvegarde, soit carrément les reconstruire à la mimine. Et la deuxième partie, ça va être tout simplement les affaires. Parce que pendant que l'informatique est en train de se reconstruire, il faut que les affaires continuent un minimum leur activité, notamment les processus qui sont critiques, qui sont essentiels en fait à l'entreprise. Et donc la cyber-résilience fait partie de la continuité d'activité et appuie la partie des affaires. Pourquoi la cyber-résilience présente-t-elle un défi pour les entreprises? Pourquoi c'est compliqué pour elles? Le premier défi auquel est confrontée l'entreprise, c'est la méconnaissance de ses failles de sécurité. Reprenons le cas de Bob. Bob, lui, ne s'intéressait pas du tout à la sécurité de l'information, donc il ne pouvait pas connaître ses failles de sécurité. Mais ça, si vous ne regardez pas vos failles de sécurité, eux, les cybercriminels, ils vont en profiter. Ils vont aller scruter un petit peu tout votre système d'information pour aller trouver les trous de sécurité qu'il y a. Il est nécessaire de faire un scan de ces vulnérabilités. Et ça, c'est un premier défi parce que beaucoup d'entreprises ne le font pas. Ensuite, deuxième défi, c'est celui du télétravail. Le télétravail, avant la pandémie, était très peu répandu. Il était réservé à une petite quantité de personnes. Et il était facile de mettre en place de la sécurité puisque c'était prévu et planifié. Donc vous avez pu vous organiser. En revanche, avec le Covid, il a fallu déployer ça rapidement, le télétravail. Tout le monde devait télétravailler. Et là, c'est plus compliqué. Il fallait fournir des ordinateurs, il fallait sécuriser donc les liens entre l'entreprise et le domicile de la personne. Et le troisième, que j'appellerais la cyberhygiène, c'est apprendre à la personne à utiliser correctement son ordinateur. À la maison, c'est comme si j'étais au travail. Donc je ne prête pas mon ordinateur à mon fils. Je ne le prête pas à mon mari. Donc tout ça, il fallait l'enseigner. Mais ça dans un délai qui était très court. Et ça, les cybercriminels le savaient. Les gens n'étaient pas prêts. Donc ça aussi, c'était un autre défi auquel était confrontée l'entreprise. Troisième défi auquel sont confrontées les entreprises, c'est celui de la rapidité d'évolution et le nombre des attaques qui ont augmenté. 350 000 nouveaux logiciels malveillants par jour. Je répète, 350 000, ce qui est colossal, par jour. Ça serait sur un mois, sur une année, ça irait. Mais par jour, vous vous rendez compte? Et un logiciel malveillant, ce sont des ransomware, ce sont des vers, ce sont des virus. Tout ça font partie de ces logiciels malveillants. Ensuite, il y a une étude qui a été menée par l'Université du Maryland aux États-Unis. Et une attaque se produit toutes les 39 secondes. 39 secondes, c'est moins d'une minute. Vous vous rendez compte? Donc là aussi, ça augmente tout ça, là, le défi auprès des entreprises. À peine soufflé, pouf, elle se fait attaquer. Et dernier point, concernant celui de la rapidité d'évolution et le nombre d'attaques, c'est qu'il y avait une étude qui avait été faite. Donc ça, c'était des pronostics. Je ne sais plus en quelle année que ça avait été fait. Donc entre 2017 et 2021, les attaques de rançon contre les organismes de santé et de soins seraient multipliées par 5. 5 fois plus de rançons sur les organismes de soins et de santé. C'est énorme ça aussi. Et quand on regarde l'actualité, c'est ce qui se passe. Combien d'hôpitaux se font attaquer dans le monde? Donc là, on voit qu'il y a un nombre augmentant de cyberattaques. Ensuite, le quatrième défi auquel sont confrontées les entreprises, c'est celui de la compétence du personnel. Et celui-ci découle du précédent. Du fait qu'il y ait une évolution rapide dans les cyberattaques, il faut que les compétences du personnel suivent. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas forcément les compétences à l'interne. Et puis quand on va chercher à l'externe, on a du mal à trouver parce qu'il y a une pénurie dans le domaine de la sécurité de l'information. Donc ça, c'est un défi aussi auquel est confrontée l'entreprise. Cinquième défi auquel est confrontée l'entreprise, c'est le coût financier. Parfois, on dit, ça coûte cher de mettre en place une cybersécurité, de mettre de la sécurité sur mon système d'information. Mais regardez, Bob, il n'a pas du tout investi. Et s'il avait investi un petit peu, là, 10-15% de son budget des TI, peut-être qu'il n'en serait pas là.
il ne serait pas sur la paille comme il l'est maintenant. Donc pensez à investir dans votre budget de sécurité, et presque à la hauteur de 10% au moins. Et enfin, le dernier défi auquel sont confrontées les entreprises, c'est celui de l'humain. 90% des brèches de sécurité sont causées par une erreur humaine. 90%. Et ça, les cybercriminels le savent et ils l'exploitent. Alors, là, on vient de voir donc les défis. Mais quand il y a des défis, il y a forcément des solutions. et là, on va voir en fait 6 stratégies, Oui, tout simplement pour devenir... cyber-résilient. Alors, première stratégie, réaliser un état des lieux de son système d'information. Alors, vous pourrez me dire, mais c'est une évidence ça. Oui, et en même temps, si vous regardez Bob, lui, ce n'était pas sa priorité. Et ce n'est pas le seul. Il n'y a pas que Bob qui met sa priorité dans les affaires ou dans sa mission. C'est tous les entrepreneurs, tous les gestionnaires, leur priorité, c'est leur mission ou leur business. Et dans ce cadre-là, en fait, on se retrouve tout nu devant en fait, des cyberattaquants parce qu'on ne s'est pas protégé. Donc par rapport à ça, il y a une petite to-do list qui est simple à mettre en place. C'est déjà d'analyser votre infrastructure. Est-ce que vos systèmes physiques, serveurs, équipements réseau sont suffisamment sécurisés? Est-ce que vos systèmes d'exploitation sont aussi actualisés? Est-ce que vos logiciels que vous utilisez sont aussi de la dernière mouture et que tous les patchs sont appliqués dessus? Votre sécurité réseau, toutes ces choses-là, ça va être du niveau infrastructure. Donc regardez, faites un état des lieux de ce système, de cette partie infrastructure, et vous allez ressortir un certain nombre de risques par rapport à ce niveau-là. Ensuite de ça, il y a un deuxième niveau qui est en fait l'aspect connexe à tout ce qui est infrastructure. Comment est-ce que je me connecte? Mes employés qui sont chez eux, comment est-ce qu'ils travaillent à partir de chez eux? Comment est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que leur ordinateur est dans un bureau fermé à clé? Ou est-ce que c'est accessible, par exemple, au neveu qui vient le voir? Ça va être aussi les outils de surveillance que vous avez, les antivirus que vous avez, les solutions qui vont vous permettre de vous protéger ou de faire face en fait à un événement de cyberattaque. Donc ces deux points-là en fait vont toucher principalement l'informatique. Et à partir de là, vous allez sortir déjà un certain nombre de risques que vous encourez par rapport en fait à votre infrastructure ou aux aspects connexes qui sont en lien avec votre informatique. Il y a un troisième point qui est tenir compte en fait des exigences métiers. Ça, on le met en place principalement au début de la mise en place d'un plan de continuité d'activité où on va regarder avec les métiers quels sont leurs besoins en délai de redémarrage de l'informatique ou des outils qu'ils utilisent, un besoin par rapport à l'acceptation de perte de données, combien de temps est-ce qu'ils sont prêts à perdre les données, etc. Et ça, une fois qu'on fait un point avec les métiers, il ressort en fait des exigences qui sont dues au métier. Moi, mon activité, elle ne peut pas être interrompue, donc je veux avoir accès à mes outils en permanence. Un autre vous dira, je peux m'en passer 2 jours, mais au bout de 2 jours, je suis mort. Ça va être terrible pour mon activité. Et quand on va avec cette liste d'exigences et qu'on se retourne au niveau des TI, puis on leur dit, voilà, pour la compta, c'est tel délai de retour à la normale, pour les achats, c'est tel délai de retour à la normale. Quand on se retourne au TI pour leur dire, il faudrait mettre ça en place, là, c'est le drame quelque part. Parce que tout simplement, les TI, eux, ils n'ont pas vu l'aspect besoin de reprise au niveau des métiers. Et le TI va te dire, ouais, mais moi, je ne peux pas redémarrer avant au moins 1 semaine. C'est pas possible. Si on est détruit, je ne peux pas redémarrer. Je ne suis pas sizé pour ça. Là, vous allez avoir encore des risques qui vont ressortir. Il va falloir les traiter au niveau métier, le temps que justement l'informatique se mette en ordre de marche pour répondre aux exigences du métier. Et un quatrième point qui peut vous amener en fait des risques, ça va être tout simplement la conformité aux normes. Donc des normes autour de l'informatique, il y en a plusieurs. Il y a la 27000 et puis toute sa déclinaison. Il y a la 22300 et ses déclinaisons qui permettent de voir comment est-ce qu'on peut sécuriser l'informatique et voir comment est-ce qu'on peut redémarrer une activité dans le cadre de la 22300. Donc par rapport en fait à toute cette to-do, il va y avoir un certain nombre de risques qui ont apparu. Donc ces risques, il va falloir les qualifier.
entre ceux qu'il va falloir que je traite tout de suite versus ceux que je vais pouvoir accepter. Pour ça, on utilise en fait ce tableau qui est présent ici et on va utiliser deux vecteurs. La probabilité que le risque en fait se réalise versus l'impact une fois que le risque s'est réalisé. Si j'ai un risque de forte importance, en fait une probabilité de forte importance, et qu'en plus de ça, il a un impact s'il se réalise très important, je vais me retrouver dans le rouge. Si par contre j'ai une probabilité que le risque s'exécute, apparaisse, est relativement faible, et qu'en plus de ça, l'impact, il n'y a pas franchement d'impact, je vais être pour le vert. Donc par rapport à cette grille-là, ça va permettre de qualifier les risques, et ces risques-là, il va falloir les traiter, et ça fait partie du point que Karine va vous parler. Stratégie numéro 2, donc mettre en place des plans d'action. Et là, concernant les plans d'action, ça concerne les risques. Alexandre vous a présenté tout à l'heure l'analyse de risque. À l'issue de cette analyse de risque, il y a des risques qui sont acceptables versus ceux qui sont non acceptables. On va mettre des plans d'action, ou parfois appelés plans de correction, pour corriger justement les faiblesses, les risques qui sont non acceptables. On va nommer un responsable par plan d'action, mais le responsable, il peut en avoir plusieurs plans d'action. Dans ce plan d'action, vous allez trouver des solutions pour corriger les faiblesses ou les vulnérabilités et surtout tester la solution. Ce point-là est souvent oublié. On dit « Oh, j'ai trouvé une solution, c'est bon ». Moi, je dis non, ça ne marche pas. Il faut vraiment tester la solution parce qu'il y a peut-être des impacts que vous n'avez pas analysés et qui vont ressortir au moment du test. Donc, avant de clôturer votre faiblesse, il faut vraiment tester et valider et dire « Ok, c'est bon ». Comme plan d'action, vous pouvez avoir par exemple des serveurs Windows. Lors de l'analyse de risque, vous avez remarqué que les serveurs Windows n'ont pas été mis à jour depuis plusieurs mois. Ça, c'est une vulnérabilité qui est importante. Et donc, ce que vous allez mettre en place, vous, comme plan d'action, c'est de déployer des patchs correctifs sur tous vos serveurs Windows. Parce que les cybercriminels savent que beaucoup d'entreprises utilisent Windows. Et ils vont aller chercher tous les trous de sécurité au niveau de Windows. Donc, il est nécessaire que vous corrigiez ces trous de vulnérabilité, ces trous de sécurité. Et une fois que ça a été fait, vous allez vérifier que tous les trous sont corrigés. Et si c'est le cas, vous pourrez clôturer à ce moment-là la faiblesse qui était manque de mise à jour de vos serveurs Windows. Autre type de plan d'action qu'il peut y avoir, c'est concernant la rédaction des procédures. Ça fait partie d'un plan d'action. Imaginons que dans votre entreprise, vous ayez un génie. Ce génie, il connaît tout, jusqu'au bout des doigts de votre entreprise. Mais celui-ci, il a tout dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Un jour, il part en vacances ou il tombe malade. Imaginons qu'il tombe malade. Il est malade pendant 3 semaines. Et puis là, vous vous faites cyberattaquer. Lui a tout dans sa tête, mais vous n'avez rien. C'est sûr que vous allez vous en sortir. Vous allez reconstruire, mais vous allez perdre beaucoup plus de temps que si ça avait été procéduré, si ça avait été écrit. S'il sortait la procédure bascule de tel site à tel site, il y a juste à lire la procédure, à appliquer les consignes et ça fonctionne. Une bonne procédure, c'est que n'importe qui peut la prendre, la lire et l'appliquer. Donc ça, c'est important de procédurer vos procédures, documenter les procédures. Ça, c'est une autre forme de plan d'action que peut révéler une analyse de risque. Autre plan d'action qui peut être mis en place, c'est par exemple sur l'obsolescence de votre matériel. Ça, les cybercriminels savent qu'il y a toujours du matériel obsolescent dans votre entreprise. Et eux, c'est des détectives, mais très futés, et ils trouvent toujours les failles de sécurité. Et ça, c'est important de upgrader votre système d'information, tout le matériel de votre système d'information. Et là, votre plan d'action fera naître de nouveaux projets. Alors, stratégie numéro 3, concevoir et mettre en place des mécanismes de détection et de résolution de crise. Alors, il y a une partie qui est proactive et il y a une partie qui est réactive. Alors, la partie détection, voilà, la partie détection. 90% des erreurs humaines. Voilà, 90% des erreurs humaines. La partie donc mécanisme de détection, ça va être tout ce qui va vous permettre de détecter
un événement qui n'est pas normal. Donc ça peut être des antivirus qui vont détecter les virus qu'il y a sur vos réseaux, ça peut être des filtres anti-spam, ça peut être des filtres qui filtrent en fait les informations qui viennent d'Internet ou vos utilisateurs qui vont en direction d'Internet, et ça peut aller sur d'autres outils de détection qui sont plus poussés. Je pense par exemple à des outils qui vont analyser le comportement de l'utilisateur et ils vont constater que Pierre, il se connecte habituellement de 8h à 17h22 et qu'à 17h23, sa console est fermée. Donc, si Pierre, il y a une connexion avec son logon qui se passe à 22h23, eh ben, c'est quelque chose qui est inhabituel. Donc, il va y avoir une détection de cette connexion inhabituelle. Et là, dans ce cadre-là, il va y avoir une trace qui va être plus présente par rapport à ce qui se passe, une surveillance qui va être plus présente. Et si la connexion de notre ami Pierre télécharge énormément de fichiers ou fait des choses que Pierre n'a pas l'habitude de faire, la connexion va couper. Donc ça fait partie en fait des outils de détection avancés qui permettent, là encore, de stopper une éventuelle fuite de données ou attaque en fonction de l'événement qui peut se passer. La deuxième partie, c'est que si vous avez été débordé, si vos outils de détection ne suffisent pas, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes attaqué. Votre système d'information a été attaqué, prenons l'exemple d'un rançongiciel, et dans ce cadre-là, il va falloir que vous passiez à la vitesse supérieure. C'est-à-dire qu'il va falloir résoudre la crise que cette attaque génère. Ça, c'est le cœur en fait de la stratégie de cyber-résilience. C'est la mise en place d'une organisation qui va vous permettre de reprendre votre informatique le plus rapidement possible. Alors là-dedans, on a différents points. On a un premier point qui est l'organisation de gestion de crise. Cette crise que vous avez, il va falloir qu'elle soit gérée. Et pour être gérée, il faut une organisation tout autour de ça. Ça fait l'objet d'un comité de crise, de procédures, de réflexes et toute une partie d'organisation qui va avec ça. Et ça va jusqu'aux tests, les simulations et toutes ces choses-là. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Et puis, avec cette gestion de crise, il va falloir communiquer. Déjà communiquer en interne vers vos personnels qui vont s'inquiéter de ce qui se passe. Il va falloir les informer de ce qui se passe, de ce qui va se passer et puis comment ça va se passer dans les semaines à venir. Et puis il y a aussi une communication à faire avec vos partenaires, avec vos fournisseurs, avec vos clients. Là aussi, cette communication est très importante pour indiquer à tout le monde que vous êtes en maîtrise et que vous êtes en train de gérer la crise, mais de façon maîtrisée. Et puis, il y a un autre type encore de communication, un troisième cercle de communication, qui va être un cercle qui va concerner les médias. Alors, soit les médias sociaux, soit les médias presse, TV, radio, presse écrite. Et là aussi, cette communication à destination en fait de ces médias vont être là pour passer soit des informations, soit pour répondre en fait à des accusations qui peuvent surgir dans le monde médiatique. Ensuite de ça, il va falloir reconstruire votre informatique. Et pour ça, vous allez avoir un plan de continuité informatique et télécom, ou alors un plan de reprise informatique qui est la même chose. Et par rapport à ça, à ces plans de continuité informatique, ça va être des procédures qui vont vous dire comment restaurer tel serveur, comment restaurer telle base, comment reconstruire ce serveur-là, dans le cas justement où vos données sont indisponibles, faire des restaurations, ou pire encore, si vos restaurations ont elles aussi été corrompues, comment est-ce que vous allez pouvoir reconstruire les données? Et là, croyez-moi, ça va être à la mimine. Et il va falloir peut-être chercher des informations, des données chez des clients, chez les fournisseurs. Et là, en termes d'image, ce n'est pas terrible du tout. Et puis, un dernier point, c'est le point de continuité métier. Si vous avez été donc cyberattaqué, votre informatique, elle va mettre à peu près 2 semaines à 3 semaines à monter à un niveau d'acceptation de 70 à 75%, enfin 60 à 70%, et ça va mettre 3 mois, grosso modo, pour revenir à une normalité à 100%. Et bien, pendant cette période-là, vous allez être dans un mode dégradé. Tout début, ça va être hyper dégradé, blackout,
poule pas de tête qui court partout parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, etc. Et après, vous allez activer des procédures si toutefois vous avez une gestion de crise et des procédures. Donc ça, tout ça, là, ça prend du temps. Il ne faut pas croire qu'une restauration, ça se fait en 5 minutes. Ça peut se faire en plusieurs jours, voire plusieurs semaines, en fonction en fait de l'ampleur de l'attaque. Et bien pendant ce temps-là, nos amis du métier, il va falloir qu'ils tiennent la baraque, hein, sauf qu'eux, ils n'ont plus d'informatique, ils sont au papier, au crayon, et sont revenus à peu près 30 à 40 ans en arrière. Et croyez-moi, il va falloir qu'ils soient préparés à ce genre d'action, et il va falloir qu'ils aient un plan pour eux, pour savoir comment est-ce qu'ils vont bosser sans informatique, leurs activités en fait essentielles. On va passer maintenant à la stratégie numéro 4. Stratégie numéro 4, ma préférée. Sensibiliser et former son personnel à la cyber-résilience. Et oui, j'adore cette stratégie. Sensibiliser et former. Moi, ce que j'aime voir chez les gens, c'est l'évolution. Quand je les sensibilise, je vois toute l'évolution chez eux. Quand je les forme aussi, on commence petit, on finit grand. Et ça n'a pas de prix, justement. Quand on voit les petites étoiles dans les yeux des gens, c'est magique. Mais là, notre ami Bob, là, il n'a pas été sensibilisé, lui, à la sécurité de l'information. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un phishing dans son entreprise, un employé a cliqué dessus, et paf, la détonation. Et là, ça a arrosé tout son système d'information. Il était bloqué et crypté, il ne pouvait plus rien faire. Il s'est fait voler des données. Et ça, c'est important justement. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans la même situation que Bob, sensibiliser et former son personnel. Mais je sensibilise qui dans mon organisation? Je sensibilise tout le monde. Je répète, tout le monde. Aussi bien le personnel interne que le personnel externe. Il est important de former tout le monde. Donc ça veut dire que ça va de la personne qui est à l'accueil jusqu'à la personne qui est là-haut, là, monsieur le PDG. Toutes les strates de l'entreprise doivent être formées et sensibilisées. C'est sûr qu'il va y avoir un tronc commun au niveau de la sensibilisation. Par exemple, sur la robustesse des mots de passe. Vous allez enseigner aux gens à avoir un mot de passe robuste. Pas utiliser bonjour 1, 2, 3 ou 1, 2, 3 soleil. Ça, c'est trop facile. Donc là, on va leur donner des techniques à ces gens-là. On va les former, on va les sensibiliser. Mais vous allez les former et les sensibiliser aussi sur leur comportement avec Internet. Ne pas aller sur n'importe quoi comme site. Ne pas télécharger n'importe quoi. Parce que sinon, vous mettez en danger la vie de l'entreprise. Et ça, c'est important. Les fréquences de sensibilisation. Quand je vais chez les clients, ils me disent « Ah, j'ai de la sensibilisation. Waouh, je suis super contente. » Puis quand je vois le calendrier de sensibilisation, j'en vois 2 par an. C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Si on veut vraiment que ça marche dans une entreprise, qu'il y ait vraiment une culture de cyber-résilience, il faut vraiment développer la sensibilisation et la formation. Les fréquences, il faudrait être présent et être sur le terrain constamment. Regardez ce qui se passe avec le Covid. Les campagnes de sensibilisation. On est abruti par toutes ces campagnes de sensibilisation. On en a à la télévision, il y en a sur Internet. Quand je vais au centre commercial, j'en ai. Je vais au travail, j'en ai aussi. On a tous et on entend tous la même chose. À la radio, pareil. Les messages qui reviennent continuellement. Pensez aux autres, lavez-vous les mains, mettez un masque, respectez les 2 mètres de sécurité. Et bien dans votre entreprise, c'est la même chose. Il faut répéter, répéter et répéter les choses. Mais la sécurité de l'information, ce n'est pas un sujet qui passionne les gens. Ce n'est pas comme si vous parliez de voyage. Là, vous aurez une écoute quand vous parlez de voyage. Faites la même chose au niveau de la sensibilisation, de la sécurité. Il faut que vous ayez de l'écoute. Regardez un petit peu les campagnes choc de la sécurité routière. Moi, je me souviens d'une publicité qui m'avait fait froid dans le dos parce que je voyais le résultat de si j'avais le même comportement, ce que je pouvais faire. C'était une maman qui partait au travail le matin tranquille, elle allait tranquillement au travail. Puis d'un seul coup, elle a son téléphone portable qui sonne. Premier réflexe, c'est de le prendre. « Allô, oui ?» Mais pendant qu'elle prend son téléphone, elle a plus les yeux sur la route. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a renversé un enfant. Et à la fin, c'était « Et si cet enfant était le vôtre ?» Eh bien, il faut faire des campagnes choc comme ça. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai pris à éteindre mon téléphone quand je conduis. Dans vos entreprises, faites la même chose.
si vous cliquez sur tel document qui est illicite, que vous n'avez pas confiance en ce qu'il y a, ne le faites pas. Si vous cliquez dessus, voici les conséquences. C'est-à-dire que vous mettez en danger l'entreprise, mais vous mettez en danger votre travail. Et là, c'est fini. Et là, croyez-moi, des campagnes choc comme ça marque les esprits et les gens commencent à développer des réflexes. Donc, faites preuve d'originalité dans vos campagnes de sensibilisation. Faites aussi des petites capsules, des capsules ludiques. Les gens adorent les choses, les petites vidéos d'1 minute, 2 minutes, ou sous forme de questions-réponses. Faites ce genre de choses-là. Vous pouvez mettre des affichettes partout. Regardez là, quand vous allez au supermarché, vous en avez à l'entrée, vous en avez à chaque entrée de magasin, vous en avez dans les toilettes, vous en avez partout. Faites pareil. Bon, là, c'est sûr qu'avec le télétravail, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais faites-le sur votre site intranet. Il y a toujours moyen de sensibiliser les gens. Ensuite, le deuxième point, c'est celui de former son personnel. On l'a vu tout à l'heure, la formation du personnel, c'est un défi pour les entreprises. Surtout qu'il y a un manque de compétences. Et ça, bien sûr, les cybercriminels le savent. Ils savent que vous avez des difficultés à former votre personnel. Il y a des organismes qui proposent des formations. Donc à ce moment-là, formez votre personnel sur la récurrence, déjà sur les nouvelles techniques, sur les nouveaux, sur tout ce qui est mode de cyberattaque. Tout ça, il faut les former. Mais ce n'est pas suffisant, cette formation-là. Il faut savoir agir si jamais on est en crise. Alexandre nous a parlé tout à l'heure de la crise, la stratégie, le cœur de la cyber-résilience. C'est vraiment la gestion de crise, c'est d'avoir une organisation de crise. Votre personnel, là, il faut le former à la gestion de crise. Et ça, c'est tout le monde aussi. C'est bien les personnes qui sont techniciens que les gens qui sont là-haut qui prennent des décisions. Donc ça, il va falloir former toutes ces personnes. Le technicien, là, s'il détecte sur sa console « Ah, il y a des voyants rouges là partout, là, ça clignote de partout. Qu'est-ce que je fais ?» Il faut qu'il sache quoi faire, qu'il sache quoi prendre comme procédure. Qui est-ce que je vais appeler? Qu'est-ce que je fais avec mes fournisseurs? Mes employés, qu'est-ce que je vais leur dire? Donc tout ça, il faut le réfléchir, mais il faut le pratiquer. C'est pour ça qu'on parle de formation. Et aussi au niveau de la formation, c'est aussi le personnel d'astreinte. Les cybercriminels, là, ils ne vont pas vous attaquer en pleine journée comme ça quand il y a toute affluence. Ils vont prendre des moments un peu plus tranquilles, la nuit ou le soir, ou sinon ça peut être pendant la semaine de Noël, la semaine d'été, où il y a moins de monde. Donc le personnel d'astreinte, faut qu'il sache quoi faire. Et surtout qu'il n'y ait pas de déni qui s'installe. Le déni, c'est le pire ennemi de la gestion de crise. Imaginez qu'il y ait un technicien ou un professionnel qui voit vraiment un début d'attaque. Il dit, tiens, je vais appliquer telle procédure, ça devrait marcher. Puis ça ne marche pas. Je vais essayer l'autre. Ça ne marche toujours pas. Mais pendant ce temps-là, le compteur de la crise, lui, il tourne. La crise, elle ne s'arrête pas. Et la crise, elle peut être plus difficile à gérer que si elle avait été déclenchée plus tôt. Donc, n'hésitez pas à dire à votre personnel, s'il y a un problème, on est une équipe, on se serre les coudes et on s'appelle et on se soutient pour éviter ce déni au niveau de la gestion de crise. Cinquième stratégie, tester son système d'information comme un attaquant. Tester son système d'information comme un attaquant. Ça veut dire, mettez-vous dans les chaussures de l'attaquant qui pourrait tout simplement vous cyberattaquer. Là, ça veut dire que par rapport à vos équipements, par rapport à vos logiciels, à vos systèmes, il va falloir les tester d'un point de vue extérieur. Pas seulement en interne en disant « non, tout va bien, j'ai bien paramétré, non, ça se passe plutôt bien ». Non, c'est en vue de faire du mal. Donc c'est un accès de l'extérieur et on va aller chercher par exemple les ports IP qui sont ouverts et puis sur lesquels il y a des failles. Ou alors on va rentrer dans des sites web et puis là aussi on va sniffer, on va regarder un petit peu comment ça se comporte et puis on va accéder à une faille. Pour ça, vous pouvez le faire vous-même, hein. Vous pouvez utiliser en fait des services d'entreprise qui sont spécialisés dans ce forme en fait de détection de failles. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tester la totalité en fait du processus de la détection jusqu'en fait à la gestion de crise. Et ça veut dire qu'il faut que vous testiez tous les éléments.
la phase détection, la phase escalade, la phase convocation du comité, la phase gestion de crise, activation de la gestion de crise. On joue la gestion de crise et puis on va clôturer la gestion de crise. On va arriver sur en fait un retour à la normale avec un retour d'expérience. Tout ça, en fait, faut le tester. Par contre, il faut le tester et il y a une citation que j'aime bien, c'est « En forgeant que l'on devient forgeron ». Vous retrouvez Bob ici. Bob, il a pas mal vieilli. Son travail de précaire, il a arrêté et puis s'est lancé en fait dans la ferronnerie. Et puis, il a forgé pour devenir un très très bon forgeron. C'est exactement le même principe en fait hein, dans la sécurité de l'information, dans le fait de tester vos équipements, c'est de les tester régulièrement. Je vous le redis, hein, l'évolution en fait des attaques, les méthodes d'attaque évoluent, les virus évoluent. Karine vous parlait de 350 en fait logiciels malveillants par jour. Donc forcément 350 000, voilà, 350 000, merci Karine, 350 000 logiciels malveillants par jour, ce qui est énorme. Donc la cybersécurité ne peut pas tout arrêter. Il y a un moment ou un autre, on risque en fait de se faire attaquer. Donc c'est pour ça que régulièrement, vos équipements, notamment ceux qui sont front Internet, il faut les tester depuis l'extérieur et pas forcément de l'intérieur. Et donc voilà, donc tout ça là, il faut tester. Et vous allez me dire, ouais mais ça fait énormément de choses à tester. On teste, moi j'ai plein d'informatique, j'ai plein de serveurs, j'ai plein de systèmes d'exploitation, j'ai plein de logiciels. Oui, et vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. Mais pour ça, en fait, il y a une technique qui est assez simple, et elle vient d'une question. Okay, savez-vous comment se mange un éléphant? Savez-vous comment se mange un éléphant, en fait? Et on a notre ami Babar, hein, qui est avec son assiette ici, qui attend de se faire manger. Cool, Babar. Donc, par rapport à ça, en fait, hein, on va manger un éléphant tout simplement une bouchée à la fois. Une bouchée à la fois, et une petite bouchée parfois à la fois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous vos exercices, tous vos tests, faites-les de façon unitaire avant de les faire de façon globalisée. Ça veut dire que vous allez tester vraiment de façon unitaire, donc de la technique, de l'accès illicite depuis l'extérieur ou une connexion illicite, et puis jusqu'à l'escalade, jusqu'à monter en fait à la gestion de crise. Et une fois que vous avez fait tout plein de tests unitaires, vous pouvez passer à l'étape suivante, qui va être de faire une brochette d'éléphant, de poivron, une autre tranche d'éléphant, une petite tranche de poivron, etc. Et là, vous allez pouvoir tester un processus complet qui va vous permettre d'aller de la détection à la gestion de crise. Mais parce que unitairement, vous aurez tout testé. Et ça, c'est important vraiment de le faire de cette façon-là. Ça évite l'écœurement, ça évite que les gens en fait soient dépités par la masse de travail et en fait baissent les bras et en fait au final ne fassent rien. On arrive sur la 6e stratégie, une très belle stratégie. Stratégie numéro 6, faire de la veille. Cette stratégie est souvent absente dans les entreprises. Voyez les petites bêtes là, ce sont des suricates. Et ces suricates, ils ont un surnom. Ce sont des sentinelles du désert. Pourquoi sentinelles du désert à votre avis? Tout simplement parce que lorsque vous avez une meute qui est en train de creuser pour faire des terriers ou chercher à manger, eh bien, il y a plein de petits suricates qui sont tout autour en train de faire la sentinelle, en train de faire le guet. Ils font de la veille. Ils sont en train de regarder un petit peu partout, là, tout autour, comme ça, s'il n'y a pas de danger. Peut-être qu'il y a un danger. Et s'il y a un danger, ils vont émettre un cri particulier. Et dans ce cas-là, la meute, quand elle entend le bruit, tout de suite, elle se prépare. Et bien, au niveau de votre entreprise, c'est la même chose. La cellule de veille, c'est votre sentinelle. Elle va vous permettre de prévenir les potentielles attaques, les potentiels virus. Et en connaissant ces virus à l'avance, vous allez savoir comment vous organiser, quels sont les impacts au niveau de l'entreprise. Et là, vous allez avoir une longueur d'avance sur les cybercriminels. Ces informations sur les nouveaux virus qui sont sur le marché, les nouvelles façons d'attaquer, il y a des organismes qui les diffusent. Vous avez le MISTRE
qui est une association américaine qui diffuse régulièrement un rapport dans lequel il y a des failles de sécurité. Vous avez au niveau du Canada le CERTAC, au niveau du Québec le CERTAC. Au niveau du Canada, vous avez le Centre de cyberdéfense de sécurité. Vous avez tous les organismes CERT aussi qui diffusent ce type d'informations. Regardez un petit peu toutes ces informations qui sont diffusées. C'est la première fonctionnalité de la cellule de veille. Deuxième fonctionnalité de la cellule de veille, c'est de regarder aussi les bonnes pratiques. Comment on peut s'améliorer pour être cyber-résilient? Comment je peux améliorer mon système d'information et boucher tous ces trous de sécurité? Eh bien, c'est de regarder peut-être l'automatisation. Vous vous souvenez tout à l'heure, on parlait de 90% des brèches de sécurité sont causées par l'humain. Ben, peut-être que si j'automatise un petit peu plus certaines fonctionnalités, il y aura moins de brèches de sécurité. Mais améliorer ces pratiques, ça peut se faire aussi sur des séminaires, sur des lectures. Et là, vous allez apprendre de nouvelles techniques, apprendre de nouvelles façons de faire pour contrer les attaques des cyberattaquants. Imaginez qu'au cours d'un séminaire, vous avez appris justement qu'il y avait une nouvelle technologie qui permettait de renforcer sa cyber-résilience, qui était très très robuste. Vous, ce que vous pouvez faire de votre côté, en tant que personne qui fait de la cellule de veille, peut-être aller voir les architectes puis dire « Tiens, j'ai entendu parler de ça, et toi, est-ce que tu connais cette nouvelle technologie ?» Lui va peut-être répondre oui, qui va peut-être répondre non. Mais vous allez pouvoir regarder ensemble un petit peu ce que vous pouvez faire au niveau de l'entreprise. Est-ce qu'on peut l'installer? Si on l'installe, c'est quoi les impacts? Donc tout ça, vous allez le regarder ensemble. Et ça, c'est important de faire de la veille. Et plus on est en avance sur les cybercriminels, plus on devient résilient. Un impact là, c'est un enjeu surtout au niveau de cette stratégie. C'est celui des ressources. Souvent, dans les entreprises où je passe, on me dit, de toute façon, on ne peut pas mettre de la veille, on n'a pas de ressources. Peut-être pas nécessaire de recruter de nouvelles ressources. Il suffit peut-être de se réorganiser au sein de son entreprise pour dégager du temps à certaines personnes pour qu'elles puissent réaliser cette veille. Ça, c'est possible à faire. Il suffit de regarder les fiches de poste et puis d'intégrer cette nouvelle fonction dans la fiche de poste de la personne, lui permettre de faire de la veille, donc lui dégager du temps sur ce qu'il doit faire au quotidien, permettre à ces personnes de se rencontrer pour échanger, pour avoir une meilleure connaissance au niveau de toutes les stratégies. Et comment on peut devenir cyber-résilient? Donc ça, ce n'est pas forcément un enjeu, il suffit simplement de se réorganiser au sein des entreprises. Et pour convaincre une entreprise qu'il faut mettre en place de la veille, parler des impacts. Ça a vraiment beaucoup d'impact. Et je dirais, parler d'argent, ça rend intelligent. Eh ben, on arrive déjà à la fin. Ça passe vite. Oui. Alors en résumé, la cyber-résilience va au-delà de la cybersécurité. Et je dirais, gardez en mémoire un petit peu ce schéma que tu as expliqué, là, qui est un petit peu comme les poupées russes. Vous avez la cybersécurité, vous avez la cyber-résilience et vous avez la boîte du dessus qui est la continuité. Ça peut être un moyen mémotechnique pour se rappeler, cybersécurité est différent de cyber-résilience. Ensuite, le principal défi, moi, que je retiens pour les entreprises, pour faire de la cybersécurité, c'est l'humain. L'humain, c'est le maillon faible et les cybercriminels le savent. Puis après, on a vu des stratégies et la première, c'est de faire un état des lieux. L'objectif étant de faire ressortir les risques que vous avez auxquels vous allez peut-être faire face. Et une fois que vous avez identifié tous ces risques, il y en a certains qui sont non acceptables. Et là, vous allez mettre en place des plans d'action. Ça, c'est la stratégie numéro 2 pour pouvoir corriger les failles de sécurité. Et puis troisième stratégie, la détection et puis la gestion de crise. Donc un côté proactif et un côté réactif. Ensuite, vous avez le point numéro 4 qui est notre stratégie numéro 4 qui est ma préférée. Et on ne le dira jamais assez. Sensibiliser, former son personnel est nécessaire si on veut devenir cyber-résilient. Stratégie numéro 5, qui elle est ma préférée, c'est tester son système. Tester, faites des simulations, des exercices. Plus vous allez en faire, plus vous allez vous améliorer et moins vous aurez de stress face en fait à un événement.
Et enfin, la 6e stratégie qui est parfois oubliée dans les entreprises, mais nous avons vu qu'il y a moyen de mettre en place de la veille. Faites de la veille pour être cyber résilient. Et ça, c'est important pour avoir un coup d'avance sur les cybercriminels. Et puis, on va finir par une citation que tu as écrite. Oui, tout à fait, oui. Donc, c'est booster votre cyber-résilience pour devenir un partenaire de confiance. Et ça, c'est très important. On le voit, plus vous allez être cyber-résilient et puis plus vous allez communiquer là-dessus, plus en fait vos partenaires vont vous considérer comme un partenaire de confiance. Oui, et surtout, c'est si vous êtes prêt de votre côté, les partenaires ou les clients vont être rassurés aussi de leur côté. Et on va vous laisser sur ça et on vous remercie d'avoir suivi cette conférence. Si vous trouvez qu'elle vous a servi, qu'elle a été intéressante, n'hésitez pas à la partager. Comme cette vidéo est sur YouTube, n'hésitez pas à faire des pouces. Vous savez, le discours habituel. Partagez, faites des pouces, mettez des commentaires. Mettez des commentaires en fait pour nous poser des questions et ça nous fera plaisir d'y répondre. Voilà, on termine par ça. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube parce qu'on diffuse régulièrement aussi des webconférences ou des petites capsules de sensibilisation qui peuvent être également utiles pour vous ou des personnes que vous jugez utiles. Voilà, on vous remercie et puis à la prochaine conférence. Bye bye.